sur lesquels vous voulez réagir. Mamadou, mon collègue, assurera la modération de cette séance et nous souhaitons terminer, clore les délibérations à 17h30. Avant la pause café, il y a des problématiques fondamentales qui ont été abordées et les paysans et paysannes ont été invités à y répondre. Je pense que nous allons reprendre ces réponses et on verra bien ou à quel moment nous en finirons. Mamadou, la parole est à vous. Continuer cette session. J'espère qu'on aura suffisamment d'énergie pour poursuivre l'après-midi et permettre aussi aux interprètes de se reposer à temps pour que les 3 jours puissent se passer dans de bonnes conditions. Donc, is it okay? Is French from English to French okay? Okay. Are you ready? Est-ce qu'en français ça vient si on parle anglais? Est-ce que ça vient maintenant? Pour l'anglais? Est-ce que l'anglais vient? Okay, so we can continue. Est-ce qu'en Bamanangana Abenalea? Ok. Donc, on va commencer par là où nous avons laissé. Il s'agit de continuer à répondre aux questions. Mais il y a aussi une question qui n'avait pas été résumée à la fin. Et cette question concernait l'utilisation des semences locales pour nourrir une population croissante. Donc, vous avez dit qu'il y a vous avez parlé de semences locales, donc il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce qu'en utilisant seulement ces semences locales et en utilisant ces techniques traditionnelles, vous pourrez nourrir les populations qui sont en train de grandir? Elle n'avait pas résumé cette question, donc je l'ajoute aux discussions pour qu'on puisse revenir et terminer avec l'essentiel de ces questions avant de continuer. Donc vous avez la parole. Oui, allez-y. Vous allez tous, on va prendre le temps qu'il faut, mais vous allez répondre à toutes les questions avant qu'on continue. Okay. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Omer. Est-ce que ça va? Vous m'entendez? Bon. Je vais essayer de répondre à quelques questions avant que d'autres personnes ne prennent la relève. Je reviens à la question concernant, ou bien je commence par la question des semences, dont vous avez parlé. Si la semence paysanne peut nourrir le monde. Et tout le monde sait aujourd'hui que la semence paysanne est la semence la plus adaptée au changement climatique. Ça là, je sais que les gens ne vont pas nous dire non, parce que la semence qui se comporte comme les hommes s'adapte au comportement de la nature. Ça là, c'est très clair. Ceux qui sont dans le pays profond, je veux dire, ceux qui habitent les hameaux, les villages et qui font l'agriculture traditionnelle, savent que la semence paysanne s'adapte mieux au changement climatique que la semence conventionnelle ou scientifique, je ne sais quoi. Ce que je vais dire, c'est quoi? Si vous utilisez de la fumée organique, même si vous ne faites pas l'effort de produire de fumée organique et que vous semez votre semence paysanne derrière les maisons où on jette les ordures et tout ça, vous allez voir que le maïs conventionnel, je n'ai jamais vu un plant de maïs OGM, mais vous verrez que le maïs conventionnel ne peut pas tenir devant une semence paysanne. Puisque quand la semence là est dans de bonnes conditions, elle produit même mieux que la semence dite conventionnelle. Bon, je continue en répondant à la question selon laquelle comment est-ce que les paysans ont su que l'engrais chimique n'est pas bon et comment est-ce que sans la recherche ou bien sans le conventionnel, on peut nourrir les pays qui ont des problèmes de sécurité alimentaire.
et comment les paysans le savent. Mais moi, je vais reposer la question en disant, si j'allais acheter du sel et de l'huile et que je disais que c'est mauvais pour ma santé, et que le vendeur me dit, mais comment sais-tu que le sel et l'huile, que l'excès est mauvais pour ta santé? Là, moi, je vois que c'est la même question. Tout le monde sait que quand on prend trop d'huile et le sel, on peut avoir de l'hypertension artérielle. Et ce n'est pas aujourd'hui, je crois que le débat est à un niveau plus élevé que là où on veut le mettre. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va nous demander comment on sait que l'engrais chimique n'est pas bon. Il a des études, des expériences, et ce serait pratiquement inutile ici que nous, en tant que paysans, on revienne derrière en faisant cette démonstration-là ici. Et le problème de fin, si tous les moyens qu'on met dans du conventionnel, on a dit ici, tout le monde sait, 70% de la population africaine est rurale. Qu'est-ce qu'on a fait pour que ces gens-là, qui ont toujours travaillé la terre, qu'est-ce qu'on a fait pour les aider à mieux le faire? Moi, je ne parle pas de l'engrais chimique ou bien de quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on a fait pour les aider à avoir les bœufs ou bien les moyens nécessaires pour mieux produire? Quand l'argent vient dans le cadre de l'agriculture, on ne met ça que dans du conventionnel. Les gens n'ont jamais donné l'occasion à l'agriculture traditionnelle de mieux se prononcer. Moi, je ne sais pas si dans nos pays africains, les gens ont eu l'occasion de vraiment pratiquer l'agriculture que nos pères faisaient. Ce n'est pas parce qu'on dit l'agriculture de nos pères que ça ne vaut rien. Ce n'est pas comme ça. Je veux dire tout simplement que si les gouvernements mettent tous les moyens qu'on met dans du conventionnel, s'ils le mettent dans l'agroécologie, je pense que même dans 25 ans, on peut avoir des résultats probants. Depuis l'indépendance, on a tout fait du conventionnel. Pourquoi les gens ont toujours fait? Il faut se poser aussi la question. Bon, donc je ne veux pas quelque chose, donc je ne veux pas trop polémiquer sur ça. Je vais continuer en répondant à la question qui concerne, ce n'est pas une réponse, c'est juste pour confirmer ce qu'a dit le docteur King David concernant le fonio. Vous voyez, le fonio comme le millet, parce qu'il a le millet, le millet. Le millet comme le fonio sont des cultures très rustiques. Même au pied des sécheresses, vous allez récolter votre fonio, et au pied des sécheresses, vous allez récolter du millet. Maintenant, les gens nous ont distraits en faisant croire que c'est le maïs ou bien je ne sais quoi qui peut nous aider. Et bon, on vous amène des semences de maïs et autre chose, mais on ne vous dit pas, gardez vos semences de millet de telle manière que les populations commencent pas à abandonner le millet, le fonio, alors que c'est des trucs qui sont bien pour votre milieu. Et c'est ici l'occasion, ou bien de toujours rappeler aux gens qu'il n'y a pas question de croire que ce qu'on avait est mauvais et de jeter ça. Ce n'est pas parce qu'on vous a donné une bicyclette qu'il faut jeter son âne. Voilà. Donc, je vais continuer un peu. Je ne vais pas trop prendre de temps parce qu'il y a des gens qui vont intervenir. Je vais revenir sur les recommandations, justement. Je crois qu'au cours des exercices, il y a des recommandations. Et les gens ont pris d'engagement comme quoi? Ils vont commencer par faire des démonstrations. Bon, je vais dire, ils vont commencer par faire des expériences qui vont écrire, comme les chercheurs le font. Ce n'est pas lorsqu'on se met derrière les choses là, comment l'appelle-t-on, les appareils dans les laboratoires seulement qu'on fait de la recherche. Oui, moi je connais des vieux villages, ils disent que quand vous voyez, quand il y a des années, en mai, et vous voyez ces oiseaux-là, sachez que la campagne sera mauvaise. Et ça a été toujours vrai, c'est comme ça. Ça là, c'est l'expérience. C'est de dire que déjà, à partir de Silingué 2011, il y a des gens qui ont commencé par mettre en pratique ces techniques-là pour qu'un jour, qu'on ne parle pas seulement, qu'on puisse dire, venez voir, voilà ce qu'on a fait au cours de tel ou tel moment, et voilà les résultats que ça a donné. Ce qu'on demande aujourd'hui, et je crois que l'opportunité est là, c'est qu'en même temps qu'on met dans de l'argent dans du conventionnel, qu'on mette aussi de l'argent dans l'agroécologie, pour qu'au moment opportun, on ait l'occasion de voir, est-ce que ce que ces paysans-là ont dit en ce moment-là, est-ce que ça peut être vrai? Sinon, ils n'ont jamais eu l'occasion de profiter de l'argent pour pouvoir continuer, enfin, ce qu'ils font, ou bien pour pouvoir faire des recherches dans le domaine de ce qu'ils font. Je ne veux pas monopoliser la parole. Je crois qu'on aura l'occasion, il y aura des créneaux pour peut-être continuer par parler. Merci. Ok, il y avait un doigt ici. D'accord, bon, ne ka foli bɛ Emɛri a ka lasali kosɔn
Bon, je voudrais remercier le maire pour ce qu'il a dit. Je voudrais apporter des compléments d'information en disant que les engrais chimiques détruisent le sol parce que nous le savons. Nous n'avons pas entendu parler, nous avons expérimenté parce que nous travaillons sur la terre. Là où vous mettez les engrais chimiques, s'il ne pleut pas très tôt, l'engrais fait flétrir les plantes. Mais si vous mettez l'engrais organique que nous avions, mais là où vous mettez l'engrais chimique, s'il ne pleut pas très tôt, là ça ne marche plus, la terre se dégrade facilement et vous perdez tous vos grains. Mais si vous y mettez de l'engrais organique que nous faisons, cela peut faire un mois sans que vous ayez les influences de la sécheresse sur vos récoltes. Tu ne vois pas les traces de la sécheresse parce que nous avons observé que l'engrais chimique contient bien beaucoup d'éléments et quand ces éléments se dissolvent, s'il y a du sol, c'est comme de plastique, ça couvre la terre et si nous passons trop de temps, sans avoir de pluie, même si la pluie tombe, la terre est couverte par ces éléments-là et l'eau ne pénètre pas à l'intérieur. Quant à notre compost ou bien à nos engrais chimiques, ils conviennent beaucoup mieux à nos graines traditionnelles. Par exemple, nous ne devons pas courir derrière les semences améliorées, mais nous devons plutôt faire des recherches sur nos semences traditionnelles. Pourquoi ne pas faire des recherches de comment améliorer la qualité de nos semences traditionnelles? Nous voudrons faire des recherches là-dessus pour que nous puissions avoir une meilleure production à partir de ces semences traditionnelles. C'est ce que je voulais dire. Il faut vraiment raccourcir vos discours pour que nous puissions vraiment répondre aux autres questions. Bonsoir à vous tous. Je m'appelle Kadia Doumia, Madame Diallo, je viens de Garalo. Je suis agricultrice. Venir aujourd'hui à cette réunion, ça m'a beaucoup fait plaisir. Il vaut mieux participer à quelque chose que d'entendre parler. Ceux qui sont là ne parlent pas notre langue, c'est la langue des paysans que nous parlons. Si tu te maries avec une nouvelle femme, tu dois d'abord t'occuper de la nouvelle femme. Mais quand tu as deux femmes, tu fais l'évaluation, la nouvelle et l'ancienne. La plupart du temps, les nouvelles femmes refusent leur mari parce que le mari ne satisfait beaucoup assez bien. Quand nous parlons de l'engrais organique, c'est comme si nous soyons l'enfant. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec l'engrais chimique. Nous avons couru vers l'engrais chimique parce que nous pensons que c'était la solution à nos problèmes. Mais aujourd'hui, c'est nous porte préjudice. Lorsque nous achetons un sac, si nous achetons des sacs pour y stocker des grains, si nous n'avons pas de grains, on va jeter le sac. Par exemple, si vous mettez dans un champ de l'engrais organique et dans un autre de l'organique chimique, il faut s'occuper des deux. Par exemple, mon mari, il a acheté beaucoup d'engrais et il n'a pas pu payer les dettes et il a fini par fuir. Mais nous, en tant que femmes, si nous aidons notre femme en faisant du compost et de l'engrais organique, si nous fertilisons nos champs avec cet engrais-là, et nous avons une meilleure récolte. Donc, en ce moment-là, nous sommes très contents. Mais si nous amenons tous ces produits-là, vraiment, nous avons beaucoup de problèmes. Il faut vraiment examiner nos engrais organiques parce que ça peut améliorer
l'environnement, mais aussi développer les revenus de la famille. Donc on va s'assurer d'abord, on va s'assurer d'abord qu'il y a des questions qui ne sont pas répondues. Parce qu'il y a certaines questions, on revient là-dessus. Aywa amina lajɛ jaabi minnu ma ɲininkali minnu bɛ jaabi an bɛna olu de ta fɔlɔ. An y'a fɔ ko an ka farafin nɔgɔ mɔgɔ dɔw kuman'o kan jeni bɛ ne fɛ k'o kuma jaabi k'a fɔ an ka farafin nɔgɔ an b'a fɔ min ma ko farafin nɔgɔ k'o ye mun ye k'a bɛ dilan i n'a fɔ tubabuw ta ɲɔgɔn walima farafin nɔgɔ ye mun ye farafin nɔgɔ ye mun ye. Amen, on va vous donner la parole, mais il faut vous attendez un peu. Après, vous allez. Kuma bina dima amadi ni doni sera na en question nunu jabi ami soro ka kuma dima ibe sabali doni. Oui, sur la question. Il faut parler. Bon, il faut parler. Je vais expliquer le problème d'engrais, parce que la question qu'on a posée, l'engrais, si tu fais une évaluation de la superficie couverte par l'engrais organique, qu'est-ce qu'on peut y gagner? Une femme a posé la question qu'elle a un grand champ. L'engrais que j'ai, avec l'engrais, je peux couvrir mon champ, mais avec l'engrais organique, je n'ai pas pu faire. Je vais répéter la question en anglais. Vous avez dit, certains ont parlé de phosphate, en parlant de l'engrais organique. Ils ne parlent pas de l'engrais organique qu'on a préparé. Que pensez-vous des phosphates? C'est la question qu'ils se posent. On dit que le Mali a des phosphates à Tlem ici, de le développer, de l'améliorer. On ne parle pas de l'engrais organique, par exemple, qui provient des vaches ou bien de vos chèvres. L'organet dont le parler là, est-ce que c'est différent? Voilà, comme on en dit en Bambara, le terme a été traduit mot à mot. Il s'agit de l'engrais africain. Quand nous, en langue nationale, on dit engrais africain, l'idée qui sous-tend cette question, c'est que nous avons des genres d'intrants que nous avons avec lesquels nous pouvons travailler, qui nous apportent une certaine production. C'est comme l'engrais que nous extrayons de bourron. Nous pouvons aussi fabriquer du compost. Nous parlons de compost. Quand nous avons demandé la traduction, le traducteur a dit l'engrais africain. Autrefois au Mali, il y avait une sorte d'engrais provenant du phosphate à bourron. On fabriquait cela, on les mettait au bénéfice des paysans. Mais l'usine a été arrêtée. Est-ce que maintenant on a relancé ce processus-là? Nous voudrons vraiment que l'on relance, que l'on renouvelle, que l'usine se remette en marche pour que nous puissions être en possession de cet engrais-là. Un ajout? Ok. Donc on va revenir dans le grand débat. On a répondu à toutes les questions. Une erreur de ma part. Où il y avait une question sur la recherche. On a répondu. Quand on dit d'être impliqué dans la recherche, de quoi on parle? Est-ce qu'on a répondu? C'est répondu? Ok, merci. Donc je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un dont sa question n'a pas été répondue? Is there someone whose question has not been answered? Is it okay? So we'll open the debate for a global discussion. So there are already 3 people waiting. Discussion entre tout le monde. Il y a 3 personnes qui attendent de prendre la parole. 3 personnes attendent de prendre la parole. Satish, Ahmed.
Est-ce que c'est par rapport à cette question? Vous voulez vous exprimer? Ibrahim. Plusieurs personnes m'ont passé un mot leur m'indiquant qu'ils veulent parler. Satish et Ahmed. Et ensuite, on passera à l'autre côté. On n'a plus que 30 minutes. D'accord, Satish, s'il vous plaît? d'Inde et Ahmed de l'Iran. Ibrahim, plusieurs points rapides qui couvrent ce qui a été dit ce matin et qui vont un peu au-delà. Tout d'abord, j'ai été un peu étonné d'apprendre. On a dit que la tendance en Afrique est de pousser vers le riz et le blé. Ça m'attriste beaucoup pour deux raisons. Tout d'abord, le continent africain possède un héritage de culture si riche. Il y a deux cultures ancestrales et vous risquez de perdre ce patrimoine culturel et je pense que ça va être une catastrophe de civilisation pour l'Afrique. Il faut prendre cette menace très au sérieux. Deuxième raison, en Inde, dans les années 60, lorsque le gouvernement indien a commencé sa dépendance au maïs et au riz en termes de sécurité alimentaire, eh bien, on a mis de côté le millet qui était cultivé sur 60% des terres indiennes et on en paye les conséquences maintenant. Malgré le fait qu'on a dit que l'Inde est la 4e plus grande économie du monde, la malnutrition est rampante. Plus grand nombre, bien plus important qu'en Afrique subsaharienne. Pourquoi? Eh bien, vous aurez la réponse vous-même. Et n'abandonnez pas vos cultures traditionnelles. C'est ça que je veux vous faire comprendre. D'autre part, il y a un organe qui s'appelle le Conseil interpacifique indien pour la recherche médicale. Ils ont dit que les personnes qui commencent à consommer le riz en tant que produit de base sous la forme de système de rationnement, eh bien 20% de ces personnes souffrent de népotisme. Et ça, c'est vraiment un problème nutritionnel très important. Donc, si vous allez vers la voie du riz et du blé, ça va poser des problèmes sur le long terme. Enfin, je vous voudrais, si vous choisissez, si vous avez un choix limité de culture, eh bien, vous allez vers la catastrophe. En 2003, par exemple, les entrepôts gouvernementaux nationaux, on avait plus de 62 millions de tonnes d'entreposés en aliments. Mais dans d'autres parties de l'Inde, des millions de gens mouraient de faim. Qu'est-ce que ça veut dire? Que même si vous avez en place une politique de sécurité alimentaire, vous avez des stocks, mais puisque ce n'est pas de production locale, les gens meurent de faim, de toute façon. Et donc, le type d'agriculture, de production, c'est un modèle qui doit être local, de production locale et de consommation locale, sinon vous courez à la catastrophe. J'aimerais également vous parler du problème des engrais. On m'a dit que l'AGRA dit que elle a tiré les enseignements des erreurs de la Révolution verte en Asie et que donc l'AGRA va distribuer des micro-dosages d'engrais. Alors peut-être que vous allez commencer avec un micro-dosage, mais ce qui se passe dans l'avenir, c'est sous le contrôle, nous perdons le contrôle de cela. En Inde, nous avons eu la première forme de la Révolution verte. Après 40 ans de cette révolution, eh bien, les sols de l'Inde sont les sols les plus épuisés au monde. La quantité d'engrais utilisés par les paysans, peut-être qu'en proportion c'est faible, mais les sols sont épuisés. Et il y a 20 ans, si on utilisait une unité d'engrais, vous pouvez croître, faire cultiver
quatre unités de culture. Aujourd'hui, il faut multiplier les unités d'engrais par 4. En Inde, dans les années 50, nous cultivions plus de 50 millions de céréales. Aujourd'hui, on en cultive plus que 20 millions. Bon, ça peut être une bonne chose, mais savez-vous combien de quantités d'engrais nous mettions dans l'espace de 5 ans? Nous avons multiplié par 2000 les quantités d'engrais utilisées pour cette croissance, pour cette culture des céréales. Il reste 30 secondes. 1 minute, dit-il. Et donc, le fait d'épuiser le sol, c'est aussi un problème. Mes collègues indiens qui m'ont accompagné peuvent également témoigner de cela si vous souhaitez les écouter, qu'ils sont contre. Ils sont en faveur des semences locales, des engrais locaux et que eux, au moins, en utilisant des outils locaux, des semences locales, ont une production qui est 42 fois plus supérieure à d'autres producteurs. Enfin, le directeur de l'AGRA parlait de législation en faveur de la biodiversité. Est-ce qu'il veut dire que la biodiversité n'est pas que ça ne fait pas partie des préoccupations des paysans? Je crois que c'est dangereux de ne pas vouloir inclure la participation des paysans. Il s'agit avant tout que la biodiversité soit présente au niveau des productions, de l'exploitation. Enfin, là où je travaille avec des très petits producteurs qui ont 1 hectare de terre dans des sols très pauvres, semi-arides, mais sur les 20 dernières années, aucun de ces paysans ne s'est suicidé dans cette région parce que nous avons rendu l'agriculture pérenne. Alors que dans d'autres régions où il y a eu une révolution verte, eh bien, durant 20 ans, eh bien, 200 000 paysans se sont donné la mort. Et donc, nous devons prendre cela en considération pour le destin, les conséquences, ce qui fonctionne pour les paysans et pas. Enfin, à chaque fois qu'un paysan s'exprimait de sa façon, eh bien, j'ai noté que les scientifiques s'esclaffaient de rire au fond de la salle et je crois que ce n'est pas du tout l'esprit d'un dialogue ouvert et de respect. Je pense que si nous sommes ici en dialogue ouvert et transparent, alors le moindre que vous puissiez faire, c'est de ne pas rire par rapport à la personne qui s'exprime. Merci beaucoup. Merci Satish. Ahmed, vous avez la parole. Mais les gens riaient à cause de Cube Magie. Il n'a pas compris, il faut la lui raconter. Pas que. Pas que ça. Pas que. Il s'amusait parce que le bambara était bien balancé. Bonjour, bonsoir plutôt, mesdames et messieurs, chers amis. Certains d'entre vous, j'ai eu l'occasion de les connaître lors des réunions sur la souveraineté alimentaire qui s'est tenue au Mali il y a quelques années. Je suis très heureux de voir que un des rêves qui était le nôtre lorsqu'on s'occupait de souveraineté alimentaire au Mali a pu se matérialiser et c'est la possibilité de tenir des jurys citoyens faisant des témoignages sur des questions fondamentales de l'agriculture.
از صبح تا برام این سوال پیش بود که چه تفاوت‌هایی ممکنه وجود داشته باشه و چیزهایی که من از این دوستان شنیدم منو وادار کرد که بیام اینجا صحبت بکنم. J'ai entendu toute la journée que les gens dirent que l'AGRA semble avoir tiré les enseignements des révolutions vertes asiatiques qu'on a connues en Inde et ailleurs. Et je suis curieux de savoir et ce que j'entends en termes de différence. Et j'aimerais en dire quelques mots. یاد گرفتیم فرمول تهیه غذاست، نه تولید غذا. تهیه غذا به هر قیمتی، به قیمت تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی، به قیمت تخلیه معدن‌ها، به قیمت تخلیه از بین رفتن حاصلخیزی زمین‌ها و از بین رفتن استقلال ملی. Ce qu'on a entendu, ce à quoi nous sommes confrontés en fait, c'est l'exploitation et l'épuisement dans la manière dont l'agriculture veut produire à n'importe quel coût, y compris en épuisant les nappes phréatiques et d'énormes ressources pour sacrifier tout cela à l'autel de la productivité. Cependant, nous avons un autre modèle pour le développement agricole. C'est celui qu'on appelle la souveraineté alimentaire, qui implique la souveraineté des semences, la souveraineté génétique, ce qui signifie plus d'autosuffisance et plus de maîtrise sur nos destins et sur la production agricole et la consommation. Nous en sommes à la conclusion que, à moins de vraiment faire confiance à Dieu pour ce qui est de nos plantes, de nos animaux, de nos chameaux et tout ça, et il faut qu'on conserve l'intégrité de nos ressources génétiques et de notre diversité génétique et de notre richesse génétique. À moins que l'on fasse cela, nous ne pourrons pas parvenir à une situation d'indépendance alimentaire. Au cours des 10-15 dernières années, dans ma région, on a travaillé sur nous étions environ 105 paysans dans une région qui n'est pas loin de Téhéran, en Iran. Et nous sommes parvenus à la conclusion que, à moins de faire une recherche participative pour prendre les rênes de la direction des politiques agricoles dans nos mains, nous ne pourrons pas atteindre nos buts. Également, comme je l'ai déjà dit brièvement hier, nous avons créé la première banque génétique des paysans dans mon unité. Et on l'a fait parce que on a compris que tout le matériel génétique indigène que nous avions par le passé était en train de disparaître. Et les centres qui en avaient n'étaient pas prêts à nous les rendre. Alors on a mis cela sur pied
pour obtenir des semences partout où nous pouvions en avoir, même dans les sources internationales, et en produisant suffisamment, ce qui fait que maintenant, on peut alimenter la banque céréalière, la banque semencière du gouvernement, à partir de nos propres banques. J'aimerais donc lancer un avertissement à mes frères paysans et également poser une question aux dames et aux messieurs de Agra. Il y a environ 40 ans, lorsque la révolution verte est entrée en Iran, en venant du Mexique, on avait 17 000 variétés de blé, de races, d'essences différentes. En fait, on était un centre originel de blé. Ce que la révolution verte nous a fait, c'est qu'au cours des 15 dernières années, malgré tous nos efforts pour essayer de sauvegarder nos variétés locales, nos types de terres locales, voici ce qu'on a pu obtenir maintenant, avec tous nos efforts. Alors ma question s'adresse d'abord à mes frères paysans, car je pense que nos ressources génétiques, nos ressources foncières doivent être à nous. On doit pouvoir y avoir accès. Et ma question à Magra est la suivante. Est-ce que, une fois qu'on aura perdu cet accès, comme on voit, 17 000 espèces différentes, variétés différentes qui sont réduites à cela, comment est-ce qu'on va restituer cela aux paysans lorsqu'on a perdu toute cette variété? What are you going to do with all of the climatic and ecological diversity when this side of the mountain has different... Qu'allez-vous faire de la diversité climatique et biologique à mesure que pour les différentes parties du monde, d'un village à l'autre, dans tous les pays, il y a un certain nombre de variétés indigènes qui ont été perdues. Comment allez-vous les restaurer? J'aimerais donc demander la permission, demain, de parler de certaines obligations qui sont asservissantes pour ce qui est des semences et des ressources génétiques agricoles. Merci.